Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 27 août 2024, on va parler de trigonométrie dans l'ensemble des nombres complexes. Et puis, à la fin de la vidéo, vous verrez des choses un petit peu intéressantes. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez le polycopier, et puis en format PDF, et puis un lien vers mon nouveau blog où j'ai passé 2 jours à essayer d'y apporter des documents en plus, et notamment sur les nombres complexes. Paragraphe 1, formule d'addition. Comment retrouver les fameuses formules d'addition? Alors ça a dû être fait en terminale, mais bon. Pour tout réel A et B, on sait que exponentielle IA multiplié par exponentielle IB égale exponentielle IA plus B, ce qui fait qu'en passant aux formes trigonométriques, cosinus A plus sinus A, facteur de cos B plus I sinus B, est égal à cos A plus B plus I sinus A plus B. Ce qui fait que, en développant, on va obtenir en fait cos A cos B moins sinus A sinus B plus I sinus A cosinus B plus cos A sinus B, qui est toujours égal évidemment à cosinus A plus B plus I sinus A plus B. Et comme deux complexes sont égaux, c'est seulement si ils ont même partie réelle, même partie imaginaire, on en déduit que cos A plus B égale cos A cos B moins sinus A sinus B, et sinus A plus B égale sin A cos B plus cosinus A sinus B. Alors je sais que mon fils, qui a 20 ans maintenant, quand il était en terminale, il avait trouvé un moyen de mnémotechnique pour ces deux formules. Alors moi, quand j'étais élève, je retenais que celle du cosinus de la somme. Donc cosinus de somme, c'est cos moins sin. Alors le moins pour le cosinus, on transforme le plus en moins. Alors on peut y penser si on connaît par exemple, je sais pas, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Bon, et puis avec le sinus de la somme, sin cos plus cos sin. Là, le plus est resté plus. Bon, bref. Alors, en remplaçant B par A, on va obtenir cosinus A plus A, c'est-à-dire cosinus 2A, qui est égal à cosinus carré A moins sinus carré A. Et comme on sait que la somme de cos carré A et de sinus carré A est égale à 1, on va en déduire ces deux autres formules vues en classe de première. Sinus 2A, ça sera 2 sinus A cosinus A. Bon, en remplaçant B par moins B dans les formules, évidemment, on obtient cos A moins B, sinus A moins B. Alors moi, je ne le retenais pas. Connaissant la formule de cosinus de la somme, on remplace B par moins B, on utilise le fait que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Alors des compléments que moi je voyais quand j'étais lycéen, avec les deux formules par exemple de cos A plus B et de cosinus A moins B, si on effectue la somme membre à membre, on va obtenir dans le deuxième membre 2 cos A cos B, ce qui fait que on a quasiment une formule qui va nous donner cosinus d'un nombre que je vais appeler P, donc P voit plus B, plus cosinus Q, Q c'est A moins B, et puis en posant donc A plus B égale P et A moins B égale Q, on arrive facilement à montrer que A c'est P plus Q sur 2 et B c'est P moins Q sur 2, ce qui fait que cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2, il peut arriver qu'on en ait besoin. Alors évidemment, ce qu'on a fait avec le cosinus, la somme de 2 cosinus, on peut en déduire la différence des 2 cosinus, puis on peut faire aussi le travail pour sinus P plus sinus Q, et pour sinus P moins sinus Q, vous de le faire, justifier les 3 dernières égalités. Alors en maths expert, on voit la formule de Moivre, les formules de l'air. En formule de Moivre, pour tout réel T et pour tout entier relatif N, on établit que exponentialité à la puissance n, c'est exponentielle INT. Alors, on va aller chercher les formules de multiplication par 3 qui ont dû être vues.
Et donc, on applique la formule de Moivre, exponentialité au cube, c'est exponentielle i 3t. Ce qui fait que cosinus t plus 6 sinus t au cube, c'est cosinus 3t plus 6 sinus 3t. Alors, pour développer le cube, j'ai mis un petit rappel, a plus b au cube, c'est a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube, qu'on peut retrouver avec le triangle de Pascal. Et donc, on va obtenir que le cube de cos t plus 6 sinus t, en développant cos cube t plus 3i cosinus carré t sinus t plus 3i carré cosinus t sinus carré t plus i cube sinus cube t. Alors, bien évidemment, on va essayer de trouver partie réelle plus i, partie imaginaire pour ce complexe. On va utiliser i carré égale moins 1, i cube égale moins i, ce qui fait qu'on va pouvoir écrire que c'est cos cube t moins 3 cos t sinus carré t plus i facteur de 3 cos carré t sinus t moins sinus cube t. Alors évidemment, on va essayer aussi de simplifier un peu cette expression. Alors dans la première parenthèse, on peut voir qu'on peut mettre cos t en facteur. Dans la deuxième parenthèse, qui est la partie imaginaire, on peut mettre sinus t, ce qui va nous donner ce qui est écrit en dessous. Et puis ensuite, comme on a fait apparaître du sinus carré t, du cosinus carré t, la formule fondamentale cos carré t plus sinus carré t va nous aider. Alors, comme il y a du cos carré t au départ, là, le sinus carré t, on le transforme en 1 moins cos carré t. Par contre, pour le sinus, comme on a déjà du sinus carré t, c'est le cos carré t qu'on transforme en général en 1 moins sinus carré t. Et ainsi, on n'aura que des sinus t pour la partie imaginaire, on n'aura que des cosinus t pour la partie réelle. Voilà les idées. Et donc, à la fin, on trouve que cosinus t plus 6 sinus t au cube, c'est 4 cosinus cube t moins 3 cos t plus i facteur de 3 sinus t moins 4 sinus cube t. Donc, on a deux jolies formules, cos 3t égale 4 cos cube t moins 3 cos t, et sinus 3t égale 3 sinus t moins 4 sinus cube t. Au passage, on pourrait exprimer cosinus cube t en fonction de cos 3t, cos t. Et on peut exprimer sinus cube t en fonction de sinus 3t et sinus t. Alors c'est utile quand on veut, par exemple, calculer des intégrales avec cosinus cube t dt ou sinus cube t dt. Alors un petit travail que je vous propose, montrer que cos 4t c'est 8 fois cosinus puissance 4t moins 8 cosinus carré t plus 1. Vous utilisez donc la formule de Moivre, et ici évidemment on va aller chercher la puissance 4. Allons voir les formules de l'air. Alors on va les retrouver quand même. Pour tout réel t, on sait qu'exponentialité c'est cos t plus i sinus t, et exponentielle moins it, du coup c'est cos t moins i sinus t. Le conjugué d'exponentialité, c'est exponentielle moins it, et puis donc on peut prendre le conjugué ici, si on ne se souvient pas des formes, du fait que cosinus est pair et sinus est impair. En ajoutant les deux, exponentialité, exponentielle moins it, on trouve 2 cos t, et en soustrayant les deux, exponentialité moins exponentielle moins it, on trouve 2i sinus t. Et du coup, on va pouvoir exprimer cosinus t en fonction d'exponentialité exponentielle moins it. De la même façon, on va pouvoir exprimer sinus t en fonction de exponentialité exponentielle moins it. Donc un exemple avec la puissance 3, avec le cosinus de cos t, c'est exponentialité plus exponentielle moins it. Alors, j'ai préféré ne pas mettre de fraction ici, on va mettre au cube. 2 cos t au cube égale le cube d'exponentialité plus exponentielle moins it. Premièrement, on va trouver 8 cosinus cube t, et puis on développe le cube de la somme, comme on l'a fait tout à l'heure. Il y aura des simplifications qui vont apparaître en utilisant les propriétés algébriques de l'exponentielle.
Et tout compte fait, on va trouver que 8 cos cube t, c'est 2 cos 3t plus 6 cosinus t, et donc 4 cos cube t égale cos 3t plus 3 cosinus t. Formule qu'on pourrait bien évidemment vérifier avec ce qu'on a fait tout à l'heure en utilisant la formule de Moivre. Tout doit correspondre. Alors, pour 2i sinus t qui est égal à exponentialité plus exponentielle moins it, je vais mettre au cube. À droite, on aura le cube de la différence. Alors, évidemment, il faudrait connaître a moins b au cube, mais si on connaît a plus b au cube, on va pouvoir en déduire assez facilement a moins b au cube. On développe le deuxième membre, on développe le premier membre. 2 au cube, ça fait 8, et puis on a i cube qui vaut moins i. On calcule un peu, et surtout, on va regrouper tout ce qui est en exponentielle i3t, exponentielle moins i3t, et là, tout ce qui est en exponentialité, exponentielle moins it, c'est-à-dire grosso modo, on regroupe les 3t avec les 3t, et les t avec les t. Quand je dis ça, il y a un signe moins a priori. Et donc, on va obtenir 2i sinus 3t moins 6i sinus t pour moins 8i sinus cube t. On simplifie par i, on simplifie par 2. Enfin bref, on obtient la formule 4 sinus cube t moins sinus 3t plus 3 sinus t. Donc avec cette formule, par exemple, on peut calculer l'intégrale de sinus cube t entre deux valeurs choisies. On dit qu'on a linéarisé la puissance. Tout est linéaire ici, c'est-à-dire puissance 1. Donc un travail proposé, montrer que 8 sinus puissance 4t égale cos 4t moins 4 cos 2t plus 3. Et puis calculer l'intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus puissance 4t dt. Feuille crayon. Paragraphe 3, le coût du milieu. Alors ça, c'est important quand on veut, par exemple, effectuer des sommes de complexes. Ça, c'est pas du tout évident de trouver la forme exponentielle, notamment. Alors, on va prendre ici 2 complexes de module 1 et cas particulier, exponentialité plus 1. Alors, c'est en fait exponentialité plus exponentielle I0. Et l'astuce, c'est d'aller chercher entre l'angle qui a ici t et 0, l'angle moitié. C'est le coût du milieu. Alors on met exponentialité sur 2 en facteur et on s'aperçoit qu'on obtient exponentialité sur 2 plus exponentielle moins it sur 2 qui a le bon goût d'être égal à 2 cosinus t sur 2. Et donc on obtient que exponentialité plus 1 c'est 2 cosinus t sur 2 exponentialité sur 2. Alors là, il faut faire très attention parce que parfois, on aurait tendance à penser qu'on a la forme exponentielle, que nenni, 2 cos t sur 2. Cosinus t sur 2 n'est pas forcément positif. Donc, il faudrait faire une étude en fonction des valeurs de t. Alors, ce qu'on a fait avec la somme, on va les faire avec la différence. Exponentialité moins 1, c'est exponentialité moins exponentialité 0, le coût du milieu. On met exponentialité sur 2 en facteur et on obtient dans la parenthèse exponentialité sur 2 moins exponentielle moins it sur 2. Et ça, on sait, grâce aux formules de l'air, que c'est 2i sinus t. On obtient donc exponentialité moins 1, 2i sinus t sur 2, exponentialité sur 2. Même chose, attention, alors en plus, il y a un i ici, donc le module, c'est pas forcément de sinus t sur 2, parce que sinus t sur 2 peut changer de signe. Bon, alors, ce qu'on a fait dans un cas particulier, maintenant, on va le faire dans le cas général, c'est-à-dire quand on va ajouter 2 complexes de module 1, exponentielle IA plus exponentielle IB, le coût du milieu, on va mettre exponentielle IA moins B sur 2 en facteur. Alors, on pourrait mettre aussi exponentielle IB moins A sur 2 en facteur. Bon, ce sera à vous de modifier ce qu'on va obtenir. Alors, on va obtenir du coup dans la parenthèse exponentielle I A moins B sur 2 plus exponentielle moins I A moins B sur 2. Et donc, 2 cos A moins B sur 2 exponentielle I A moins B sur 2. Et donc, même remarque que tout à l'heure, ici, le cosinus A moins B sur 2 peut changer de signe. Bon, ce qu'on a fait pour les plus, on fait aussi pour les moins, et on obtient
cette jolie formule d'exponentielle IA moins exponentielle IB. Bon, selon moi, il s'agit de les retrouver. Alors évidemment, pour les retrouver, c'est le coup du milieu, quoi. Donc la propriété, c'est écrire les 4 formules. Alors la remarque, c'est que exponentialité plus 1 est égal à 2 cos t sur 2 exponentialité sur 2. Quand on prend le module, attention, ça va nous donner module de 2 cos t sur 2, c'est-à-dire 2 fois le module de cos t sur 2. Et si on ne sait rien de plus sur le réel t, ben là, on est bloqué. C'est pour ça que souvent, on va considérer un réel t dans un intervalle souvent d'amplitude 2π, alors moins π plus π, 0,2 π. Et là, on connaît le signe de cosinus et on pourra en déduire le module sans valeur absolue. Et tout ce que je viens de vous dire, évidemment, est valable pour les 3 autres. Donc j'ai mis le warning. Attention, l'obtention d'un argument dépend du signe, ça dépend du signe d'avant, soit du cosinus, soit du sinus, des choses qu'on a vues là, juste au-dessus. Paragraphe 4, on va voir un cas particulier du coup du milieu. Alors, on rappelle qu'on avait obtenu exponentialité plus 1 égale 2 cosinus t sur 2 exponentielle it sur 2. Alors, je vais vous faire une preuve par la géométrie. Donc, le plan complexe est muni du repère orthonormé direct, alors que j'ai appelé OUV. A est le point d'affixe exponentialité, et puis B est le point d'affixe exponentialité plus 1. Donc, à l'affixe du point A, on a ajouté 1. Alors, évidemment, là, géométriquement, on se dit, bah tiens, j'ai le point A qui appartient au cercle C1 de centroïde rayon 1. Je lui ajoute 1, c'est-à-dire qu'en fait, je le translate par une translation de vecteur U ou de vecteur OU. U, c'est le vecteur U, V, c'est le vecteur OV. Alors évidemment, comme OA vaut 1 et AB vaut 1, ça va être intéressant parce que à ce moment-là, on a aussi OU qui vaut 1 et donc on va faire apparaître en fait un parallélogramme OUBA qui est en fait un losange puisqu'il a 2 côtés consécutifs de même longueur. Allons-y quand même, pour les calculs, ZB moins ZA, exponentialité plus 1 moins exponentialité, ça donne 1. Et puis ZU moins ZO, bah c'est 1 moins 0, ça donne 1. Et donc, on a l'égalité de ZB moins ZA égale ZU moins ZO, ce qui permet de dire que les vecteurs AB et OU sont égaux, et donc OUBA est un parallélogramme. Et en plus, on sait qu'OU égale OA égale 1, donc OUBA est un losange. Soit K, le centre du losange OUBA. Alors, je vais reprendre un petit peu la figure à un moment donné. Le triangle OUA est isocèle en haut. Alors ça, c'est parce que OU égale OA. Et puis K, c'est le milieu de AU, puisque c'est le centre. K, c'est le milieu de AU, comme le milieu de OB, puisque c'est le centre du losange OUBA. Et donc, avec un triangle OUA qui est isocèle, la diagonale UB va couper en fait l'angle UOA en 2 angles de mesure T sur 2. Et donc on a 2 fois l'angle KOU qui est égal à l'angle AOU. Alors évidemment ici, bon, il y a une figure un peu particulière, hein, il est situé ici, mais il pourrait être n'importe où sur le cercle, à voir sur le cercle C1. Et puis on sait que le triangle OUK est rectangle en K, donc on va pouvoir dire que OK sur OU, c'est cosinus T sur 2, il suffit de travailler dans le triangle KOU qui est rectangle en K. Et donc OK, c'est cosinus T sur 2. Voilà la distance OK. Et comme la distance OB c'est le double de OK, bah, on va trouver que la distance OB ici c'est 2 cosinus T sur 2, mais la distance à condition que le cosinus soit positif, donc ça dépend un petit peu de la position du point A sur le cercle C1. Bon, en termes de vecteur, en tout cas, on pourra dire que le vecteur OK, c'est cos T sur 2 vecteur EC, où C est le point d'intersection du segment OB et du cercle C1. Donc le voilà, notre C. Et donc, le point K étant le milieu du segment OB c'est 2 OK,
Donc OB, c'est 2 cosinus t sur 2 OC. Donc ZB, c'est 2 cosinus t sur 2 ZC. Et donc on a exponentialité plus 1 égale 2 cosinus t sur 2 exponentialité sur 2. Alors j'espère que j'ai pas dit de bêtises tout à l'heure concernant la distance OB qui est égale à 2OK. Ouais. Je pense que non. Bon. Paragraphe 5, on va reparler de racine énième de l'unité. Ça a été vu en maths experte. Alors à un moment donné, c'était plus dans les programmes de secondaire en France. Donc j'avais préparé ce polycopier pour mes élèves qui voulaient faire des maths dans le supérieur. Allons-y, on veut résoudre dans C l'équation Z puissance n égale 1 où n est un entier supérieur ou égal à 2. Bon, en général, on travaille même à partir de n égale 3, mais peu importe. Donc Z égale 0 n'est pas solution de cette équation. 0 puissance n, ça fait 0, ça peut pas être égal à 1. Et donc, ça veut dire que le complexe Z, on peut l'écrire sous forme exponentielle. R exponentialité avec R plus grand que 0. R, c'est le module. T, c'est un argument de Z. Donc Z puissance n égale 1, ça signifie que R exponentialité à la puissance n égale 1. Ce qui veut dire encore que R puissance n, exponentielle n t égale 1. Et donc, on va avoir égalité de deux complexes. On va avoir R puissance n égale 1 forcément, et puis nt égale 2k pi, avec k éléments de grand Z, pour que exponentielle int fasse 1. Et donc, on va obtenir R égale 1. Le seul réel solution de cette équation R puissance n égale 1, c'est R égale 1. Et puis, t égale 2 k pi sur n avec k appartenant à z. Et donc, en donnant à k les n valeurs entières comprises entre 0 et n-1, on va obtenir les solutions de l'équation que j'ai notées W1, W2, Wn, peu importe. Il suffit évidemment d'avoir des valeurs de k pi sur n entre 0 et 2 pi par exemple, ici. Bon, propriété, donc Z puissance n égale 1, c'est seulement si Z égale exponentielle 2k pi sur n, où k est un entier compris entre 0 et n-1. Du coup, on va pouvoir factoriser Z puissance n-1, puisque on connaît des racines, et donc on sait que Z puissance n-1 est factorisable par Z moins W1, par Z moins W2, jusqu'à Z moins Wn. Et quand on fait le produit de ces n facteurs, évidemment, en développant, on obtiendrait Z puissance n. Et donc, il y a bien égalité. Alors, comment se note un produit? Pour ceux qui connaissent pas, c'est le produit. Alors ici, il va falloir que je fasse un tout petit peu attention, parce que j'ai changé d'indice. Donc, j'ai renommé les racines, W0, W1 jusqu'à Wn-1, ce sera plus cohérent. Et donc ici, d'avant la factorisation va se faire sous la forme Z moins W0, Z moins W1, Z moins W1 10 n-1, et du coup, c'est le produit depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 de Z moins WK. Le grand pi que vous voyez signifie produit. Et par définition, le produit, que vous voyez là, voilà, c'est le produit avec les pointillés que vous avez sur la gauche. Bon, les exemples classiques, Z cube égale 1, ça veut dire que Z égale 1, ou Z égale exponentielle I de pi sur 3, ou Z égale exponentielle I 4 pi sur 3, qu'on écrit aussi exponentielle moins 2i pi sur 3. Alors, si on pose J égale ce fameux complexe ici, qui correspond à la valeur k égale 1, on va obtenir en fait que Z cube égale 1, ça signifie que Z égale 1 ou Z égale J ou Z égale J carré. On peut aussi montrer que J carré égale J bar. J cube évidemment est égal à 1. Il y a beaucoup d'exercices comme ça qu'on fait en terminale à propos de ce complexe J. Bon, le deuxième exemple, Z puissance 5 égale 1, et on va trouver 5 solutions.
Et en posant petit w égale exponentielle i de pi sur 5, et ben on va trouver évidemment, comme solution de l'équation z5 égale 1 dans grand C, 1 w carré, w cube, w puissance 4. Paragraphe 6, le polygone des racines énièmes de l'unité, vu aussi en maths experte. Donc on considère un point AK, d'affixe WK égale exponentielle I de K pi sur N. K est un entier compris entre 0 et n-1. Et puis, si N est un entier supérieur égal à 3, alors à 0, à 1, à N est un polygone régulier à une sommet de centre O étant évidemment le repère, l'origine du repère orthonormé du plan complexe. Alors la preuve, les distances OAK, c'est module de ZK, donc c'est toujours égal à 1. Donc, toutes les distances OAK sont égales à 1. Et puis au niveau des angles, l'angle orienté de vecteur OAK plus 1, c'est argument de ZK plus 1 divisé par ZK, d'après le cours terminal, et donc c'est argument de l'exponentielle I de pi sur N, et donc ça lui donne 2 pi sur N modulo, 2 pi en fait ici. Et donc, tous les angles orientés, vecteur OAK plus 1, ont la même mesure principale de pi sur N. Ce qui fait que on va avoir les triangles OAK plus 1 qui vont être isocèles de semi-haut et puis d'angle au semi-haut de mesure principale de pi sur N. Donc on va en déduire qu'ils sont tous isométriques, ces triangles OAK plus 1. Et donc ils vont avoir toutes les distances AK plus 1 vont être égales. Ce qui veut dire que tous les côtés vont avoir la même longueur et on peut même trouver cette longueur en fonction de n, c'est 2 sinus pi sur n. Alors j'ai fait un petit dessin ici, je vais pas tout détailler. Donc l'angle en haut ici, AKO, AK plus 1, c'est 2 pi sur n. On trace par exemple la médiatrice de AK plus 1 qui est aussi en fait la hauteur, la bisectrice de l'angle AKO, AK plus 1, GK c'est le milieu de AK plus 1, et en travaillant par exemple dans le triangle OAK-GK, eh bien on démontre que AK-GK c'est le sinus de pi sur N, ce qui va nous donner que AK plus 1 c'est 2 fois le sinus de pi sur N. Bon, je ne sais plus si j'ai donné la conclusion, mais on a bien à 0 à 1 à N qu'un polygone régulier a une sommet de centre O. Alors je vous ai fait une petite figure avec N égale 5 pour avoir le pentagone régulier. Alors, il y a des exercices intéressants pour essayer d'effectuer une construction à la règle au compas du pentagone régulier. Alors c'est faisable pour certains polygones réguliers, mais pas pour tous, loin de là. Vous pouvez vous renseigner sur ce problème de construction à la règle et au compas. C'est assez intéressant. Pas toujours facile. Voilà. Alors ce matin, j'ai pensé à un petit travail à vous proposer, soit Pn le périmètre et Sn l'aire du polygone régulier à 0 à 1 à n. Essayez de trouver la limite de la suite Pn, essayez de trouver la limite de la suite Sn. Alors parfois mes élèves me disaient c'est quasiment évident. On va voir que le mot évident, faut quand même s'en méfier. Allez, on va quand même corriger ce petit travail, Et donc, voilà ce qu'on se propose de faire, s'intéresser au périmètre du polygone régulier. Alors, pour tout entier n supérieur égal à 3, quand même, le périmètre, c'est n fois la distance AK plus 1. Et on a vu que la distance AK plus 1, c'était 2 sinus pi sur n. Donc le périmètre, c'est 2n sinus pi sur n. Alors quand n tend vers plus l'infini, 2n tend vers plus l'infini, et sinus pi sur n tend vers 0, sinus pi sur n va tendre vers 0, on a une forme à déterminer, plus l'infini fois 0. Alors comment on règle le problème ?
Il faut l'avoir vu au moins une fois, peut-être que vous l'avez déjà vu. On essaye de se ramener à sinus x sur x, et donc on va diviser sinus pi sur n par pi sur n, parce qu'en 0, la limite de sinus x sur x, c'est 1, on la connaît. Et là, on a de la chance parce que devant, il y a une constante qui est 2pi. Bon, on se doutait que le 2pi allait arriver quand même, je pense. Alors, on pourrait se dire, je mets 2pi en facteur, et puis après, je vois qu'il va falloir avoir n sur pi, et puis n sur pi, c'est l'inverse de pi sur n. Alors maintenant, on peut s'en sortir. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur n, c'est 0. Et la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Alors évidemment, il y a une forme à déterminer 0 sur 0, mais c'est une limite connue du coup. On peut la retrouver avec le taux de variation, sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0. Et ce fameux taux de variation, sa limite, c'est sinus prime de 0, c'est-à-dire cosinus 0, c'est-à-dire 1. Bon, il y a d'autres méthodes dans le supérieur qui vont beaucoup plus vite, notamment la règle de l'hôpital. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, par composé, on va avoir la limite du sinus pi sur n sur pi sur n, quand n tend vers plus infini qui est égal à 1. Et en multipliant par 2pi, on a bien la limite, quand n tend vers plus infini, de p indice n égale 2pi. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra. Alors donc ici avec un curseur n que je vais faire bouger. Pour l'instant on va le faire bouger de 1 en 1. Donc triangle équilatéral pour commencer, carré, pentagone régulier, hexagone régulier, heptagone régulier, octogone régulier, etc. Décagone régulier. Pratiquement les montres, les anciennes montres. Une horloge constituée par des points, sommet du polygone régulier à 12 côtés. Et puis mes élèves me disaient, mais monsieur, c'est évident, entre guillemets le mot évident, que le périmètre du polygone régulier tende vers 2pi, puisque le polygone régulier se rapproche de plus en plus du cercle. Alors on va voir que c'est pas toujours vrai, ça, ce genre de raisonnement. Wait a minute, please. For a minute, please. Et donc, on va continuer notre prospective. Alors, il y a aussi le problème de l'aire, du polygone régulier. Alors, même chose. On peut conjecturer que l'aire du polygone régulier, quand il tend vers plus infini, va se rapprocher de l'aire du disque. Alors, je leur disais d'autant plus qu'ils n'ont pas forcément vu une démonstration du fait que le périmètre d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon, et que l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Bref, continuons avec donc l'aire du polygone régulier à n côté. Alors en fait, c'est n fois l'aire d'un des triangles au AK plus 1, puisqu'ils sont tous isométriques, ils ont tous la même aire, et donc c'est n fois un demi de sinus 2pi sur n, puisque on a 2pi sur n comme angle AKO, AK plus 1, et puis OAK et OAK plus 1 vaut 1, donc j'espère que vous voyez pourquoi. Et puis, même tactique tout à l'heure, on va mettre pi en facteur, par exemple, et on va obtenir sinus 2pi sur n divisé par 2pi sur n. Donc on a fait apparaître quelque chose de la forme sinus x sur x avec le x qui tend vers 0. Et donc on va s'en sortir. Limite quand n tend vers plus infini de 2pi sur n égale 0. Et limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1. Donc limite quand n tend vers plus infini de sinus 2pi sur n sur 2pi sur n égale 1 par composé. Et du coup, multipliant par pi, on en déduit la limite de la suite Sn, qui était donc égale à pi, c'est-à-dire pi fois 1 au carré, puisque 1 c'est le rayon. À partir de ce genre de résultat, évidemment, on établit quasiment les formules du périmètre et de l'aire d'un disque, de rayon R. Mais bon, allons voir ce qui pourrait poser problème avec GeoGebra. Alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai entendu parler de est-ce que pi est égal à 2, c'est quand même curieux, c'était par
de mes professeurs à l'université en deuxième année qui nous enseignait des mathématiques appliquées à la physique. C'était un professeur de physique, Monsieur Grenet. Et régulièrement, il nous posait des petites énigmes mathématiques, et dont celle-là, et il nous demandait de réfléchir chez nous. Alors voilà ce qu'il nous avait présenté. Donc on considère ici seulement un quart de cercle. On peut travailler dans un demi ou un cercle entier, mais bon, j'ai considéré qu'il y a un quart de cercle parce que, en fait, j'ai réalisé cette figure ce matin avec GeoGebra. Ça m'a demandé un petit peu de temps. Donc on a un arc de cercle IJ. Évidemment, cet arc de cercle, sa longueur, c'est pi sur 2. Et puis, il nous avait représenté un premier demi-cercle ici, d'extrémité OIiste, et en fait un demi-cercle de diamètre OI, et donc avec le centre qui était le milieu de OI. Et évidemment, la longueur de cet arc de cercle, qui est un demi-cercle, est aussi égale à pi sur 2. Bon. Et puis, c'était au tableau, à la craie à l'époque, il n'y avait pas de feutre. C'était il y a 40 ans. Vous voyez, je me souviens encore de son nom. Alors que j'ai des élèves de seconde qui se souvenaient même plus du nom de leur professeur l'année d'avant, au bout de 2 mois de vacances. Et puis ensuite, il a découpé comme ça, il a utilisé un principe de dichotomie, en fait, de partage en deux au fur et à mesure. Alors j'espère que vous allez comprendre grâce à la figure. Et puis la longueur des deux demi-cercles, là, c'est encore pi sur 2. Évidemment, chacun, et on le voit dans la fenêtre algèbre, valant pi sur 4, pi sur 4, pi sur 4, pi sur 2. C'est assez facile à démontrer. Vous intéressez évidemment la formule qui vous donne la longueur d'un arc de cercle ou d'un demi-cercle. Pour n égale 3, toujours pi sur 2. Et puis, évidemment, au bout d'un certain temps, on a l'impression que, on aboutit au segment. Donc, la figure constituée par les demi-cercles tend vers le segment. Mais en revanche, la longueur des arcs de cercle, la somme des arcs de cercle, qui est égale à pi sur 2, elle n'est pas égale à la longueur du segment I qui vaut 1. Pi sur 2 n'est pas égal à 1. Donc pi n'est pas égal à 2. Alors vous verrez sur le net, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet. J'ai vu qu'il y avait monsieur Olivier Geneste avec sa chaîne que j'aime beaucoup, Gen, L-J-E-N, vous pouvez taper dans le moteur de recherche. Je sais qu'il a fait quelque chose, mais ce matin, j'arrivais pas à accéder à Internet, donc j'ai pas pu la regarder. Voilà. Alors dans le polycopier, je me suis contenté de vous faire quelques figures avec n égale 1, n égale 2, et puis à vous de réfléchir à ceci. Alors dans mes souvenirs d'il y a très longtemps, ça veut dire qu'il y a des histoires de courbes qui sont rectifiables ou pas. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on étudie ce genre de choses, et si on l'étudie encore, moi j'ai très peu étudié ça. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un pouce levé m'encourage, un commentaire éventuel. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec les étudiants et notamment ceux qui vont rentrer en première année. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.